Bonjour à tous et bon début de semaine avec nous jusqu'à vendredi. Nous sommes avec vous tous les jours de 12h30 à 14h. Dans un instant, nous allons recevoir Mme Catherine Romuald. Bonjour. Bonjour. Directrice générale adjointe de l'insertion. Dès qu'on parle de RSA et d'insertion, c'est Mme Romuald qui est d'office là. Elle est accompagnée de Willy Martin. Bonjour. Bonjour. Il est directeur général de l'insertion à l'Assemblée des métiers, c'est bien ça? Alors, pas tout à fait, mais voilà. On va plus dire directeur du développement économique et territorial. Directeur du développement économique, effectivement. Doris Dumabien, autrice, sera avec nous tout à l'heure. Elle a un roman de science-fiction qu'elle a sorti. Kelly Gaine, qui est directrice territoriale de l'ADOM Guadeloupe, pour la Guadeloupe et pour les îles du Nord, sera aussi notre invitée. Elle sera suivie de le modèle d'élégance de Guadeloupe pour 2023. Il s'agit de Keston Camon. Et puis, on va terminer avec Juliette Esmeralda, qui est invitée ici dans le cadre du mois de l'Afrique. Elle est docteure en sociologie. Elle vient de sortir un ouvrage avec lequel on en parlera. Pour l'actualité, c'est Imagnews. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, au niveau de l'actualité, on va revenir sur l'enterrement de Rudy Benjamin, qui a suscité beaucoup d'émotions ce week-end. Ces obsèques ont eu lieu hier, accompagnés d'une symphonie à la fois de tambours et de coqs de porcelaine. On reviendra sur cet enterrement. On reviendra aussi sur l'hommage rendu à Jacques Binot qui, 15 ans après, suscite autant d'émotions. On va revenir sur cette mémoire, donc en lien avec ce syndicaliste qui avait été tué donc, en 2009 lors des différents mouvements du LKP. On parlera de promenade urbaine aux abîmes. Il s'agit de redécouvrir le bourg, de redécouvrir la nature. Un parcours est proposé au public. On reviendra sur cette promenade avec la population, ainsi que sur l'Assemblée générale de l'association sportive automobile Archipel, qui a renouvelé son président. Donc Eddy Bourgeois devient le nouveau président après 23 ans à la tête de M. Adelaïde. Voilà, bien, merci. Et puis on aura bien sûr notre focus du jour. Ce sera consacré à une personnalité de Guadeloupe. On ne le sait pas beaucoup, mais le premier ministre des colonies, des dernières colonies françaises, c'est un baïfien. Il s'appelait Gratien Candace. Il y a un établissement scolaire à Baïf qui s'appelle encore à ce nom-là. On parlera de cette personnalité qui est décédée il y a quelques années en France. Et puis on fera bien sûr notre focus sur le proverbe du jour, mais je ne vous dis pas tout de suite. Alors je l'ai dit, on va parler du RSA, bien sûr, des bénéficiaires du RSA. Soyez à l'écoute, puisque deux spécialistes de cette question sont avec nous. Je l'ai dit, Mme Romuald et M. Martin. Alors, devient entrepreneur, je crois qu'il y a eu une intervention là-dessus avec toute une série de personnalités invitées par le président du conseil départemental, Mme Romuald. Oui, bonjour à tous. Oui, M. Zambronis, en fait, la semaine dernière, le président du conseil départemental et le président de la Chambre des métiers ont signé une convention de partenariat. Il s'agissait pour nous d'inaugurer le nouveau dispositif que nous mettons en place autour de la transmission reprise d'entreprise, notamment dans le secteur artisanal. C'est pour ça que M. Martin m'accompagne aujourd'hui. C'est un dispositif expérimental. Il s'agit pour nous, vous le savez, le président du conseil départemental entend favoriser par tout moyen l'insertion et le retour à l'emploi de ses bénéficiaires. Et du coup, la partie création, reprise d'activité peut être une porte de sortie pour nos bénéficiaires. Alors, ça veut dire, je pose la question peut-être à M. Martin, parce que j'ai eu l'occasion de recevoir quelqu'un de la Chambre des métiers il n'y a pas longtemps. On me disait que le principal problème, c'est la transmission. Parce que beaucoup il faut dire, d'artisans sont anciens, sont âgés, je ne veux pas dire vieux, ils sont âgés, et quelquefois on ne trouve pas des remplaçants. Alors, c'est vrai que c'est une question qui est cruciale, et notamment pour notre région Guadeloupe, où on a quand même un fort taux de création d'entreprises. Et donc, dans l'idée de cette expérience avec le conseil départemental et avec un public, effectivement, qui est celui des bénéficiaires du RSA, c'est d'arriver à matcher, justement, ces créateurs avec des entreprises qui sont parfois solides, qui ont effectivement plusieurs dizaines d'années d'activité, et où effectivement ces dirigeants, donc qui sont entre 60 et 70 ans et qui aimeraient effectivement partir à la retraite décemment et transmettre effectivement leur savoir-faire. Donc c'est ce challenge en tout cas qu'on va essayer de relever. Alors, Mme Romuald, je reviens vers vous. Alors, comment ce dispositif va être mis en place? Est-ce qu'il y a un calendrier, un agenda? Comment ça se met en place?
Alors oui, il y a plusieurs phases. Alors Willy nous parlera tout à l'heure de la façon dont ils vont sélectionner les artisans, mais du côté de la collectivité départementale, donc on a un public cible, hein, donc ce n'est pas tous les bénéficiaires du RSA. Ceux qui aujourd'hui, par exemple, détiennent déjà des titres ou des diplômes requis pour travailler dans l'artisanat et qui ont déjà amorcé une démarche de création d'activités dans le secteur, donc sont prioritaires. Bien sûr, il faut être bénéficiaire du RSA, il faut être motivé par les métiers de l'artisanat parce que ce sont des métiers qui ne sont pas toujours faciles. Et puis, ne pas être inscrit au fichier des incidents de remboursement de crédit pour les particuliers. Donc, nous avons ciblé dans notre base de données aujourd'hui à peu près 200 bénéficiaires du RSA qui pourraient répondre à un accompagnement, puisque ça va se mettre en place dans le cadre d'un accompagnement, avec de la formation à la reprise d'entreprise, avec aussi un accompagnement pour la recherche de financement complémentaire, et puis surtout un accompagnement en fonction des besoins du bénéficiaire du RSA qui a déjà créé, mais qui n'a pas encore, on va dire, pignon sur rue. Donc l'idée, c'est de faire matcher ça avec des entreprises qui existent déjà. Alors, quels sont les métiers en tension, c'est-à-dire là où on a le plus besoin de renouvellement? Alors, nous, ce qu'on a pu identifier, c'est grâce à une étude que nous avons menée en 2022, nous avons dénombré à peu près 1400 entreprises, oui, qui, pour lesquelles... 1400 et il y a seulement 200 offres. Oui. Oui, non, mais c'est pas un souci en soi, puisque plus on a... C'est le jeu de l'offre et de la demande. Oui. C'est vrai qu'il est parfois compliqué pour un repreneur de trouver effectivement un BRSA. C'est vrai que ça aurait été plus intéressant d'avoir l'inverse, mais ce n'est pas grave en soi dans la mesure où il faut pouvoir faire, je dirais, ce jeu égal, notamment pour les entreprises. On a parfois des chefs d'entreprise où les entreprises sont là, existent, mais sur le plan administratif, fiscal et social, effectivement, il va falloir faire une mise à niveau, une mise à niveau, puisque on va pouvoir en fait, le souhait, c'est de valoriser ces entreprises ou qu'elles soient justement un capital à transmettre. Oui. Donc du coup, il y a tout un travail d'accompagnement à faire avec ces chefs d'entreprise également. Et c'est vrai que la cible que nous avons donc prioritairement visée sont ceux de 9 secteurs d'activité. Alors bien évidemment le bâtiment, puisque un artisan sur deux, ce sont des activités du bâtiment. Mais nous avons aussi effectivement la restauration, le secteur des transports également. Vous savez, vous avez pas mal de taxiteurs qui sont effectivement en âge de partir à la retraite. Mais parfois, alors aujourd'hui, un peu moins de mal à trouver effectivement des repreneurs, parce que les licences effectivement qui datent d'avant 2014 partent assez rapidement, mais n'empêche que l'idée c'est quand même de trouver des cofinancements nécessaires avec ces bénéficiaires du RSA pour pouvoir reprendre effectivement un fonds de commerce, un fonds artisanal qui soit adapté. Alors, j'avais reçu il n'y a pas longtemps monsieur, comment il s'appelle, le président du BTP, je parlais pour la saison, il y avait le salon du BTP l'autre jour, et il me disait que les carreleurs, les plombiers deviennent de plus en plus rares. C'est vrai, je confirme, effectivement, ce sont ces fameux métiers en tension, carreleurs, électriciens, plomberie également, effectivement, ce sont des activités où il y a une forte demande. Et dans les 1200, vous avez des entreprises de carrelage, de plomberie et d'électricité aussi. Et d'électricité, tout à fait. Si je veux changer une lampe chez moi aujourd'hui, je suis obligé de faire moi-même. Ce sont des métiers, effectivement, qui ont été ciblés et qui reviennent finalement, où on voit que ces dirigeants, donc ces potentiels cédants, ont ce besoin de trouver une relève à travers effectivement les jeunes générations, ou en tout cas moins jeunes, puisque les bénéficiaires du RSA, on est quand même sous une palette assez large, entre 18 et 40 ans. Voilà. Alors, Madame Moumual, je vais vous permettre de vous adresser directement aux gens du RSA, qui doivent être à l'écoute et qui devraient être à l'écoute aujourd'hui, et s'ils ne l'ont pas, ils vont écouter sur le Facebook. Les critères, il faut vraiment le mettre à jour de manière à ce que les choses soient claires. Hein. Tout à fait. Alors, Willy vient de rappeler la cible. On a ciblé l'usage, donc 18 à 40 ans. Être titulaire d'un diplôme qui permet d'exercer dans le secteur de l'artisanat, en fonction du secteur sur lequel on va, en sachant que quand même... Alors, je veux dire qu'un diplôme de carreleur, ça existe ? Alors, on a des diplômes qui existent aujourd'hui dans le BTP. On a toute une palette. D'ailleurs, il y a des formations. Il y a des titres et des diplômes formés à la Chambre des métiers, d'ailleurs. Oui. Donc, et d'ailleurs, je voulais dire que ce n'est pas rédhibitoire s'ils ne l'ont pas encore, puisque dans toute la démarche que nous sommes en train d'enclencher, on peut passer par une phase de formation, en tout cas, de VAE éventuellement, puisque la Chambre des métiers peut en faire, pour accompagner donc, ces personnes-là.
Donc, ensuite, être motivé, c'est ce que je disais, avoir quelques compétences, appétences pour l'entrepreneuriat. Je me rappelle qu'un artisan nous disait la semaine dernière que quand il a créé son entreprise, elle a 20 ans, il veut bien la transmettre, mais la transmettre à quelqu'un dont il sait qu'il la fera perdurer aussi derrière. Donc, l'amour du métier est important, en tout cas dans les métiers de l'artisanat. Et je voulais rassurer les bénéficiaires du RSA qui seraient intéressés par la démarche de la nécessité pour eux d'être... de savoir qu'ils auront un accompagnement. Monsieur Martin l'a dit, la convention que nous avons passée ensemble décrit plusieurs phases. Et toutes ces phases-là, il y a des bilans qui seront faits pour voir où sont les points forts, où sont les points faibles et mettre en place des accompagnements nécessaires auprès de ces personnes. Parce que de toute manière, je vois que c'est 44% des établissements de BTP quand même. Hein. C'est le haut du... Dans les fichiers, effectivement, nous avons aujourd'hui à peu près 20 300 entreprises répertoriées dans l'artisanat en Guadeloupe. Hein. Donc ce sont des chiffres 2023, donc qui sont récents. Et c'est vrai que quasiment un artisan sur deux, ce sont des activités du bâtiment. Alors ce que je voulais rajouter par rapport au propos de Mme Romuald, c'est que ces bénéficiaires du RSA, non seulement ils seront effectivement préparés à exercer un métier technique, hein, puisque c'est vrai que devenir chef d'entreprise, c'est vraiment une nouvelle aventure, hein, c'est un challenge effectivement en soi. Et l'idée, c'est non pas seulement de faire en sorte qu'ils soient de bons techniciens, mais c'est surtout qu'ils soient de bons chefs d'entreprise. Donc là aussi, cette préparation... Alors justement, j'allais y venir. Je ne sais pas si c'est le conseil départemental ou si vous la formation, parce que beaucoup de chefs d'entreprise, quelquefois, confondent chiffre d'affaires et bénéfices. Enfin, de moins en moins. De moins en moins quand même. De moins en moins, mais c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit des professionnels responsables qui maîtrisent en tout cas avec un certain nombre de compétences, je dirais indispensables, hein, pour leur permettre de réussir effectivement cette reprise et surtout de pérenniser l'outil dont ils vont pouvoir acquérir le fonds artisanal. Parce qu'on parle bien de transmission-reprise et donc dans l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que le cédant parte avec un capital, soit pour sa retraite, en tout cas pour ses derniers, en tout cas ces instants après ce dur labeur, et donc de partir avec un capital et donc pour autant, le repreneur va devoir effectivement acquérir ce fonds artisanal. Alors, il y a une nouvelle donne quand même entre l'entrepreneur des années 70-80, celui d'aujourd'hui, c'est le numérique. Alors, est-ce qu'à ce niveau-là, et la formation, enfin, l'aide ou l'accompagnement peut aider le RSA boy ou RSA woman qui veut justement prendre une entreprise, parce qu'on ne gère pas avec le numérique comme on gérait autrefois avec un carnet de bons. Et pour preuve, effectivement, vous avez tout à fait raison de souligner cet aspect, puisque ça fait partie donc, des thématiques qui seront abordées effectivement avec les repreneurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique a pris une grande place dans la gestion d'une entreprise et dès la création d'ailleurs, puisque vous êtes dans l'obligation effectivement de pouvoir créer des comptes, des espaces professionnels effectivement sur les portails existants et qui permettent justement de faire toutes les déclarations réglementaires. Et quand on parlait tout à l'heure du bâtiment, on a moult de déclarations à faire puisque dans le bâtiment, souvent on ne travaille pas seul. Donc nécessairement, on a des salariés, des collaborateurs avec lesquels il faut pouvoir effectivement composer. Et donc ça passe déjà par l'embauche, ça passe aussi par la création de la carte BTP. Enfin voilà, vous avez tout un tas d'outils effectivement dématérialisés pour lesquels effectivement ils seront accompagnés à la prise en main. Alors, Mme Romuald, vous ne l'avez pas dit, mais je vous pose quand même la question. Ça veut dire que le chef d'entreprise, en fait, peut-être M. Martin qui va répondre, le chef d'entreprise qui transmet, ça veut dire qu'il faut qu'il soit en règle avec le USAF, j'imagine aussi. Tout à fait. Oui, il faut que tout le monde soit clean des deux côtés. Hein. Je disais tout à l'heure qu'il faut que le bénéficiaire du RSA ne soit pas inscrit au fameux FIC. Hein. C'est le fichier des incidents de remboursement de crédit des particuliers. Donc ça, c'est important. Parce qu'il va reprendre, il va devoir administrer une entreprise. Et pareil, l'entreprise elle-même doit être à jour de ses cotisations. Je reviens 2 minutes sur le volet formation, parce que c'est une part importante quand même du dispositif. Et nous pourrons mobiliser soit de la formation collective, soit de la formation individuelle pour ces bénéficiaires du RSA, de façon à ce qu'il ait vraiment sa mallette à outils au moment où il va reprendre en tout cas les rênes de l'entreprise qu'on lui transmet. Alors, les 200 RSA qui sont déjà choisis, ciblés, ou bien ils sont dans la nature?
Alors, ils sont ciblés aujourd'hui puisque nous avons un accès à nos fichiers. Donc, nous avons répertorié un volet de bénéficiaires du RSA aujourd'hui qui a créé une activité dans le secteur artisanal et pour lequel aujourd'hui, ils sont encore au RSA ça fait 3 ans. C'est-à-dire que la création a eu lieu et pendant 3 ans, ça veut dire que l'entreprise n'a pas passé le cap qui permet donc aux bénéficiaires du RSA d'en tirer son salaire. Hein. Donc, l'idée pour nous, c'est vraiment de donner cet accompagnement, de l'aider à sauter cette marche dans le cadre d'une reprise et pouvoir demain sortir du RSA. J'imagine que le bénéficiaire du RSA qui vous entend, il se dit, ouais, moi, je vais toucher l'argent, moi, tranquillement, quoi, il fait entreprise, ça va pas des deux côtés. Comment le rassurer? Non, il faut accompagner. Je pense que souvent les personnes manquent d'informations. D'ailleurs, on le voit quand nous faisons les sessions d'information collective. On a parlé du numérique tout à l'heure. Il y a quand même beaucoup de choses pour lesquelles je pense qu'ils passent à côté. Et puis, il faut expliquer aux personnes que le RSA n'est qu'un tremplin. Ce n'est pas une allocation qu'on perçoit à vie. Rappelez aussi que la loi plein emploi nous a rejoints. Donc, nous allons avoir les fameux... Il y a des changements dans l'air. Il va y avoir des changements dans l'air. Donc, d'où l'importance, en tout cas, ce qu'il faut retenir de la part de la collectivité départementale, que nos services sont vraiment là pour accompagner la sortie vers le RSA. On va rentrer là bientôt dans France Travail. France Travail, c'est une démarche qui va permettre à l'ensemble des acteurs insertion emploi d'aider les personnes demain à retourner vers un emploi durable. Alors, on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant des bâtiments, mais il n'y a pas que le bâtiment. Je vois aussi qu'il y a 24% des établissements issus de la production. Qu'est-ce que vous avez de la production ensemble des métiers? C'est la restauration, c'est quoi? La restauration en fait partie. Est-ce que, je vous pose une question, est-ce que vendre de l'eau coco, c'est de la production? Ah non, alors là, on est plus dans une activité commerciale. Ah d'accord. Et en plus qui est assez lucrative, puisque vous n'achetez pas... C'est pas de l'artisanat, ça? Non, c'est pas de l'artisanat. C'est un métier qui est dans l'air, comme ça? Alors, c'est pas dans l'air. Il faudrait effectivement se rapprocher des services du greffe pour pouvoir répertorier ceux qui travaillent dans ce secteur d'activité, mais ce n'est pas une activité artisanale. D'accord. Alors, venons à la production. Alors, qu'est-ce que vous appelez production? Vous avez effectivement des métiers de bouche qui font partie de la production, la boulangerie, la pâtisserie, qui sont justement des métiers en tension dans l'artisanat. Boucherie aussi? Boucherie également, tout à fait. Ce sont des métiers qui sont ciblés. Et donc, je fais un coucou à notre présidente de chambre de métier qui est boucher et qui, donc, dans cette volonté de mettre en place ce dispositif avec le conseil départemental, a souhaité effectivement qu'on puisse aussi élargir les partenaires avec lesquels nous allons pouvoir baser notre contribution pour accompagner ces aidants. Vous avez parlé tout à l'heure effectivement d'être en règle avec effectivement les obligations fiscales et sociales. C'est vrai que la DRFIP, donc la Direction des services publics, des finances publiques, ainsi que les services de l'URSSAF, donc seront des partenaires qui vont nous accompagner justement à mettre en place cette sécurisation effectivement pour le cédant, mais aussi pour le repreneur, parce que dans l'idée, il faut qu'il y ait une transparence en tout cas des deux côtés. Le repreneur, qu'il sache que finalement, au-delà de la valorisation qui sera faite avec un expert comptable de la valeur du patrimoine de cette entreprise, que derrière, il n'y ait pas d'embûche ou de vice caché. On découvre un gros trou après, c'est ça. Et donc, du coup, voilà, ce sera une sécurisation totale, effectivement, dans cette transaction. Est-ce que vous ne craignez pas quand même que quelquefois les transmissions se fassent entre parents? Parce que souvent, les TPE sont des entreprises, j'ai envie de dire, presque familiales le plus souvent. Alors, est-ce que c'est un critère de reprise? Parce que le gars qui a son entreprise, il a envie de la transmettre, mais il a envie de transmettre d'abord peut-être à un proche qui n'est peut-être pas RSA et qui n'a pas tous les critères nécessaires. Comment va se faire le choix, la qualification, enfin je veux dire la sélection? Parce que ça arrive, on dit, un petit boucherie en moins, un raïba, monsieur intelligent, je sais pas, on est taillé en bœuf et mouton, et grand café, c'est ça. Non, mais on s'inscrit bien ici dans le cadre de transmission au profit des bénéficiaires du RSA. Alors, si on est dans l'option où c'est le fils ou la fille qui est bénéficiaire du RSA, il n'y a pas de difficulté. Hein? Ah non, il sera accompagné. Alors, si la personne n'est pas bénéficiaire du RSA, on va sortir de ce dispositif-là. Un artisan choisit de transmettre à qui il veut aujourd'hui son entreprise. Là, nous sommes vraiment dans le cadre d'artisans qui n'ont pas de solution a priori de transmission reprise. Et c'est à ce moment-là que le dispositif devient intéressant puisqu'il s'agit d'un fait de faire rencontrer une offre et une demande en quelque part. Voilà.
Et donc, juste pour rajouter, effectivement, qu'à ce moment-là, le dirigeant qui est dans cette situation, il se rapproche des services de la Chambre de métier et il trouvera un accompagnement adéquat, effectivement, à sa situation. Alors, une petite avant-dernière question, je suis sous le genre, il y a plus de femmes ou d'hommes au RSA? Plus de femmes. Plus de femmes? Oui. Donc, dans le métier du bâtiment, il y a de la place pour les femmes quand même aujourd'hui? J'ai envie de dire, et ça c'est important à noter à la population de la Guadeloupe, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il y a à peu près dans l'artisanat un tiers de chefs d'entreprise du sexe féminin. Oui. Mais au final, j'ai envie de dire qu'on a quasiment 70% de chefs d'entreprise féminins, parce qu'à côté d'un chef d'entreprise artisanale, vous avez souvent une femme qui gère toute la partie administrative. Et oui, il y a une femme, quoi. Et donc, du coup, j'ai envie de dire que c'est peut-être un moment clé, peut-être de conversion, justement, pour ces femmes bénéficiaires du RSA, de devenir chef d'entreprise en plein exercice. Donc, une dernière chose, Madame Oumial, le dispositif est déjà en place, top départ? Voilà, on est parti, la convention est signée. Donc, en termes de calendrier, nous escomptons en tout cas les premières sessions d'ici la fin d'année. Donc, d'ailleurs, on va donner les numéros de téléphone et 2 adresses mail pour que les personnes puissent nous contacter. Alors, côté bénéficiaire du RSA, le 05 90 99 77 27. Ou les personnes peuvent aussi laisser un email sur la boîte mail dgai@cg971.fr. Et à ce moment-là, nous, côté conseil départemental, on accompagne les bénéficiaires du RSA et je laisse M. Martine donner les coordonnées côté chambre. Voilà, côté effectivement chambre de métier, un interlocuteur unique, donc M. Richie Jourson, donc qui est Jourson, voilà, donc au 06 90 35 44 32. Avec un relais qui se fera effectivement via le standard ou votre numéro, et une adresse mail unique également, entreprise avec S, @cmguadeloupe, tout attaché, .org, O-R-G. .org. Voilà. D'accord. Mais je crois que tout est dit. J'espère que les... Ah, mais ça, alors, ça c'est CM. Alors, je vois l'adresse qui s'affiche à l'écran. C'est CM Guadeloupe. C'est pas CMA. Il n'y a pas de A. Voilà. CMA Guadeloupe. Voilà. Bien, mais écoutez, les gens du RSA, je tente de mettre là quand il y a parti. Donc, mettez-vous en axe pour ce... On appelle ça nouveau départ, je crois. Nouveau départ. Bon, mais c'est parti. Et pour nous, il est 53. On a le temps d'ouvrir le fil info. Allez-y. Oui, on va parler de l'enterrement de Rudy Benjamin. Donc, les obsèques ont rassemblé une foule très importante ce dimanche avec un accompagnement d'un cortège funéraire jusqu'au cimetière de Pointe-à-Pitre. On va voir un reportage ensemble qui retrace tout cet enterrement. Rudy Benjamin fait partie des cuisinières en sa qualité de famille, puisque nous avons une de nos ambassadrices, Monique Benjamin, qui a un des plus vieux carnets. Elle est inscrite depuis très très longtemps dans les cuisinières. Nous avons 107 ans, 108 cette année, je vous le rappelle. Et donc les cuisinières ne pouvaient pas ne pas être là aujourd'hui, et moi personnellement aussi, fille de présidente. Déjà c'est la famille vie, mais je pense que de rencontre en rencontre, je pense que Rudy nous a tous laissé quelque chose, une belle leçon au niveau artistique, au niveau de la vie aussi, au niveau de s'exprimer comme dans Vim. Donc je pense qu'on ne pouvait que lui faire l'honneur d'être là pour son dernier voyage. En fait, Rudy a réussi un dernier coup de force puisque le carême s'est ouvert avec un défilé de carnaval.
pour son enterrement. Voilà, il est 12h57 minutes, 55 minutes. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du ZCL. Nos prochains invités, je vous l'ai dit, c'est Doris Dumabin et Kélis Dead. Elle est de la Dôme. Et Madame Dumabin, c'est une autrice de science-fiction et de romance. À tout de suite. Dans l'élaboration de projets professionnels durables et en facilitant la transmission d'entreprises, nous contribuons activement à la pérennité et à la diversification du tissu économique. Ce que nous voulons, c'est que les artisans qui partent à la retraite, qui puissent transmettre leur atelier, transmettre leurs fonds et qu'on puisse trouver des bénéficiaires du RSA qui puissent être repreneurs. Donc nous avons signé cette convention avec la Chambre des métiers, mais beaucoup de partenaires interviennent, les experts comptables, les avocats, mais également l'ADI, France Active, tous les partenaires pouvant s'associer à cette démarche. Parce que dans les 2 à 3 ans à venir, il y a plus de 1500 artisans attendant l'âge de la retraite. Et très souvent, ces artisans-là mettent la clé sur le paillasson. Donc, avec le conseil départemental, nous avons décidé de profiter de cette manne, je dirais, entre guillemets, pour pouvoir insérer des bénéfices du RSA, pour leur transmettre ces entreprises et être accompagnés par la Chambre de métier. Donc, c'est ce partenariat que nous voulons mettre en place aujourd'hui. Ils sont prêts à assurer le tutorat de manière à ce que la transmission puisse se faire dans les meilleures conditions. Puisque tout le monde a droit au bonheur financier et nous sommes là pour les accompagner. C'est un dispositif exceptionnel, c'est un dispositif qui répond à des besoins sur notre territoire. C'est vrai, aujourd'hui, la majorité des artisans ont un âge avancé et pensent à céder leur entreprise. Ça montre qu'on est en progression. Ça montre que même si vous avez créé, que ça ne fonctionne pas, ou que vous n'avez pas encore créé, que vous avez l'envie de créer. Les échecs sont constructifs. On ne perd pas, on apprend constamment. Et en fait, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris sur moi, ça m'a appris sur mon travail, ça m'a appris sur l'excellence, le savoir-faire, le partage. Et ici, voilà, il y a la transmission. Il y a le conseil départemental, il y a la Chambre des métiers, il y a aussi France Active qui a parlé, il y a l'ADI, il y a beaucoup de personnes qui essaient de nous aider à nous développer. Et c'est pour ça que de voir que quelque chose comme ça se signe aujourd'hui, une convention de cette ampleur, ça fait vraiment plaisir. Donc aussi, ça permet de donner une visibilité sur le futur des jeunes. Donc je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel, justement, de pouvoir tutorer les jeunes du RSA, leur montrer le travail, leur montrer le métier et par la suite pouvoir les accompagner à la reprise de l'entreprise. Nous voulons révolutionner l'insertion et cette signature, cette convention va dans ce sens. Un nouveau départ. Voilà, il est déjà 13h04. Nous allons recevoir deux femmes qu'on va recevoir, d'ailleurs, qu'on va re-recevoir, puisqu'elles viennent pour la première fois et ce sera pour la dernière. Doris Dumabin, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Elle est autrice dès l'âge de 12 ans, elle a déjà beaucoup écrit, 17 bouquins. C'est beaucoup quand même, et c'est pas fini, vu qu'elle est très jeune, elle est née en 78. Et puis on va recevoir Madame Kelly Guez, bonjour. Bonjour. Directrice de la Dôme, et la Dôme aussi, tellement de choses à voir avec vous, qu'on est obligé de faire au moins 2 ou 3 émissions. Alors, on va commencer par Doris. Alors, première chose, Doris, pourquoi avoir choisi le créneau romance érotique ? C'était pas vraiment un choix venant de moi. Ah bon? Non, c'est plutôt les lecteurs qui ont été vraiment surpris par les quelques scènes de romance qu'il y avait dans mon premier roman, dans Cameral. Oui. Il y avait quelques scènes un peu sensuelles. Oui. Et du coup, ils m'ont beaucoup incité à écrire de la romance érotique parce qu'ils ont trouvé que j'avais une plume qui se prêtait à cela. Oui. Et donc, ça fait combien déjà plus d'une dizaine de bouquins C'est ça. J'ai 12 recueils de nouvelles, de romances, de Pourquoi c'est des zestes, au fait? C'est zeste parce que c'est des petits morceaux, c'est un peu
l'essence même des choses qu'on peut déguster. Voilà, des petits zestes. Oui, les gens adorent. Oui. Alors, en dehors de ça, il faut dire que vous avez eu, Doris, un parcours particulier, puisque tu es journaliste, attaché de presse. Qu'est-ce qu'on n'avait pas encore fait? Oui, effectivement. Ben, je sais pas, j'ai oublié qu'il fallait se limiter à une seule tâche, alors je me suis dit que j'ai envie de faire plein de choses, donc j'essaye tout. Parallèlement à l'écriture? Oui, évidemment, parallèlement à l'écriture. J'aime peindre, j'aime coudre, j'aime cuisiner, je sais pas, on est tous, on est des êtres humains multitâches. Donc, je ne suis pas le féminin de Michel Morin. Michel Morin, par exemple. Non, mais je pense qu'on est tous comme ça, je sais pas. Ouais. Et donc, alors ça c'est le dernier, Audace? C'est ça, c'est le dernier. En général, quand je reçois un écrivain, on me présente son dernier livre, je dis c'est l'avant-dernier. Puisqu'il y en a souvent derrière déjà. Il y en a 3 autres qui sont déjà écrits et il y en a un qui va passer en correction bientôt et qui va sortir encore cette année. Vous n'arrêtez pas? Non. Mais c'est une passion, j'écris tout le temps, donc il y a des histoires qui me viennent tous les jours. Donc, alors, Audace, c'est une romance complète ou bien à suivre? C'est de la romance. Non, ça ne se suit pas. Tous les livres sont indépendants, toutes les histoires, il y a 5 histoires dans Zeste d'Audace, les 5 histoires sont complètement indépendantes. Oui, et ça se passe toujours en Guadeloupe? Pas toujours, voilà. Ouais. Comme par hasard, dans ce livre-là, il n'y en a aucune qui se passe en Guadeloupe, il y en a qui se passent en Guadeloupe, ça dépend, il faut tomber sur... Alors, vous êtes dans l'auto-édition, alors vous me disiez tout à l'heure, parce que c'est plus rentable, ça veut dire que les éditeurs de la Guadeloupe ne sont pas rentables? Non, j'ai pas dit que c'est plus rentable, j'ai dit que c'est plus avantageux pour moi qu'on prenne mes livres sur Internet, sur dorisdumabin.com, que d'aller en librairie, parce que je suis en auto-édition. Oui, vous vendez directement sur le net? Voilà, je vends directement sur Internet. Et ça se passe bien aussi à ce niveau-là? Ben, ça se passe mieux en vrai, les gens ont envie de me voir, de discuter avec moi, donc c'est vrai que ça se passe mieux en séance de signature, je vends plus de livres quand je rencontre des gens. Vous deviez être à la Rorac, je crois. Je serai à la Rorac le 22, ce jeudi-là. C'est bien pour ça que vous êtes là. Et vous allez présenter Zeste d'Audace. Alors, comment ça va se passer? En lisant des extraits les plus froids ou les plus chauds? Ah ben, je vais lire un peu des tièdes. Je vais lire un peu des deux. Je vais quand même pas choquer tout le monde lors de cette soirée. C'est les bouquins qui choquent? Ça dépend de la sensibilité de chacun. Hein. Je veux dire, on sait tous ce qui se passe. Parce que je vois pas, je regarde là, je vois pas interdit au moins. Hein. Non, là, c'est à partir de 18 ans. J'écris des livres à partir de 15 ans. Ils sont classés en piment. Donc, un piment, c'est à partir de 15 ans. 2 piments, c'est 18 ans. Et 3 piments, c'est pour un public un peu plus averti. 2 piments. Ah, c'est quoi? Il est un peu rouge. Et les prochains sont des piments encore... Le prochain que je sors, oui, bientôt, c'est un 3 piments. Celui que je sortirai. Par rapport à ce que vous écrivez, l'érotique, le bon piment pour vous, ce serait le bon d'Armanjac. C'est ça. C'est ça. Et donc, jeudi, présentation de romans érotiques. Comment ça va se passer? Il y aura un chanteur, Dimitri Paul, qui va faire... Quand même. Ça, c'est vraiment une grosse soirée. C'est pas une soirée conventionnelle. Oui. Et donc, Dimitri Paul va nous chanter un peu de la chanson en acoustique, la musique érotique. Donc voilà, on rentre dans le vif du sujet. Et ensuite, il y aura des acteurs qui vont faire une mise en scène théâtralisée d'un passage du roman. Mais vraiment, je voulais que ça soit une soirée. Plus qu'une c'est pas une présentation de livre où je vais être assise et... C'est une soirée, c'est une soirée exceptionnelle, vraiment. Bon, donc il ne faut pas rater ça. Il ne faut pas rater ça, 18h30 à la Wawac, au Gosier. D'accord. Bon, point, et il faut venir. Alors, les enfants ne peuvent pas venir, malheureusement. Les enfants à partir de 15 ans. Ah, ma fille ne peut pas être Les ados, oui, j'accepte les ados. Les ados? Oui, j'accepte les ados à partir de 15 ans. Le rendez-vous est pris, jeudi 22, 18h30, Zeste d'Audace, et on vous reverra bientôt ici pour parler d'autres livres, notamment celui que j'avais lu. Bien, alors je me tourne vers madame, j'ai envie de dire madame Ladome, mais c'est madame Guez, bonjour. Bonjour. Ladome, alors il y a tellement de choses à dire, par quoi on commence? Le plus urgent aujourd'hui? Alors, dire que la DOM, aujourd'hui, c'est 17 dispositions. Hein. On a de plus en plus de dispositions pour les Guadeloupéens. On a surtout le bon de la continuité territoriale où le seuil fiscal vient juste d'augmenter, donc on ne peut pas ne pas en parler, puisque
Auparavant, nous étions sur un seuil fiscal à 11 000, donc ça limitait le nombre de personnes qui pouvaient nous faire des demandes. Aujourd'hui, le seuil fiscal est passé à 18 000, donc ça ouvre le champ des possibles pour un peu plus de personnes. Dites-moi, Madame Guez, comment vous faites pour gérer la DOM? Quand on dit la DOM, ça rappelle le Bumidom. Et le Bumidom a mauvaise presse. Hein. Alors, je l'entends tous les jours, sauf qu'aujourd'hui, on essaye justement de faire changer cette vision des choses, puisque aujourd'hui, à la DOM, tout ce que nous avons comme dispositifs sont des dispositifs où il y a un aller et bien entendu, il y a un retour. Ce qu'on appelle un aller-vini. Il n'y a aucun dispositif LADOM sans retour derrière. Oui. Bien évidemment, les personnes sont libres de revenir ou de ne pas revenir. Chacun est libre de son choix. Mon directeur général aime à dire que nous ne sommes pas assignés à résidence et je trouve que c'est une très belle phrase. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci particulier sur le retour. Nous les gérons aussi à partir du moment où les personnes souhaitent revenir. En tout cas, c'est inclus dans le dispositif au départ. Alors, Madame X qui veut partir la semaine prochaine, elle fait un dossier chez vous. Comment ça se passe? On lui accorde combien d'euros sur les billets d'Air France qui ont augmenté de près de 60%? Alors, ça dépend sur quel dispositif, puisque nous avons plusieurs pléthores, 17, je disais, dispositifs. Si Madame X veut partir à titre personnel pour un voyage d'agrément, aller prendre les soldes de Paris. Voilà, ça sera, si elle répond aux conditions d'éligibilité, bien entendu, ça sera un bon de 340 € si elle est en Guadeloupe, ou un bon de 495 € si elle réside à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy. Ah bon, Saint-Martin, c'est plus puisqu'il faut faire Grand Casse Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre Paris, puisqu'on ne peut pas partir sur un bon ACT de Juliana. Donc c'est un petit peu plus important. Et si la fille de Mme X veut aller faire ses études pour 3 ans d'ingénieur ou quelque chose comme ça? Parfait. Oui. Alors à ce moment-là, la fille de Mme X, elle a 2 possibilités de pouvoir intégrer un dispositif chez nous, où les études qu'elle veut faire correspondent ensuite à ce qu'on appelle un métier en tension en Guadeloupe. À ce moment-là, elle peut tenter d'intégrer le dispositif Cadre d'avenir, qui est un dispositif qui permet aux jeunes bacheliers ou alors ayant déjà un parcours d'études supérieures, d'intégrer Cadre d'avenir avec, en plus du billet d'avion, chaque année, durant toute la période des études, ils ont aussi un accompagnement psychopédagogique, mais également un accompagnement financier de la DOM, et ça durant toute la durée des études jusqu'à l'âge de 26 ans. Alors Kevin qui va aller faire une formation de 3 mois à Paris, ou à Bordeaux, ou à Montpellier, qu'est-ce qu'on lui propose? Donc là, nous ne sommes plus en études initiales, nous sommes en formation professionnelle. Oui, parce que ça n'existe pas ici, donc Kevin est obligé de partir. De toutes les façons, on ne peut partir avec la DOM que quand la formation n'existe pas sur le territoire ou que la formation soit saturée. Oui. À partir de ce moment-là, si Kevin est demandeur d'emploi, que sa formation est RNCP, c'est-à-dire inscrite au répertoire national des certifications, qu'il trouve son financeur, puisque la DOM accompagne en mobilité mais ne finance pas de formation, il devra se rapprocher de nous avec son financement accordé, sa rémunération OK, et nous mettrons en place ce qu'on appelle le pack mobilité, où on lui mettra à disposition son billet d'avion aller-retour, sachant qu'à la fin de sa formation, Kevin aura 5 ans pour faire valoir ce billet retour. Donc, il pourra avoir une première expérience professionnelle en hexagone et revenir par la suite. Alors, pendant que Kevin était là-bas, il a rencontré son oncle qui vit depuis 25 ans là-bas comme infirmier et qui veut retourner en Guadeloupe. Alors, tonton Georges veut revenir. Comme il a vu que Kevin a bénéficié de la DOM, il dit, mais est-ce que la DOM ne peut pas me faire un moment aussi? Pour le moment, nous n'intervenons pas dans ce sens-là. Les dispositifs s'entendent d'un territoire d'outre-mer vers l'Hexagone, mais nous avons espoir, puisqu'il y a eu une discussion pendant des mois sur le passeport retour. Nous attendons les textes, nous attendons justement de voir ce que diront les textes pour gérer les retours. Sachant quand même que toute personne pourra bénéficier d'un billet retour à partir du moment où il a été aidé à un moment donné de son parcours par la DOM. Ah, il faut avoir d'abord... bénéficier une fois de la DOM pour pouvoir ensuite prétendre au retour. La DOM existe depuis combien de temps? Alors, la DOM existe depuis 2018. Donc, 2016. 2017, c'est mort. Faut voir. On attend les textes. Bon, alors, le passeport retour, à quel point on en est là aujourd'hui? Les décrets doivent sortir. Et logiquement, ils sortiront avant juillet. Donc, c'est vraiment en discussion. Ils ont plus ou moins trouvé un petit peu
les dispositifs permettant aux personnes de pouvoir revenir. Donc, premier dispositif, première obligation à avoir bénéficié d'une aide de la DOM à un moment ou à un autre. Oui. Et ensuite, on attend les textes pour vraiment voir comment on va pouvoir gérer ce passeport retour. Alors, des jeunes comme Doris, né en 78, bon, elle est relativement jeune toujours. Oui, enfin, quand même jeune, oui. Qui sont en Guadeloupe se posent la question, est-ce que, on peut aller retourner comme ça grâce à la DOM? Parce que vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui sont là-bas, qui ont peut-être qui sont depuis 2018, disons, ont pu bénéficier du dispositif. Quel formulaire, comment ça s'organise? Est-ce que je peux faire un serment du livre? Absolument, c'est ce que j'allais dire. Les personnes comme Doris, justement, on a ce qu'on appelle l'ACT spécifique acteur culturel. Donc Doris pourra 2 fois dans l'année, si elle le souhaite, et ça chaque année, bénéficier d'un remboursement de 340 € sur un déplacement qu'elle aura fait dans le cadre d'un déplacement. Mais Madame Guéne, je vous pose la question quand même, parce que les billets d'avion ont augmenté. Est-ce que le taux a augmenté aussi? Il a augmenté l'année dernière. Nous sommes passés de 270 € à 340. 340 en avril dernier. Ça fait même pas un an. D'accord. Alors, oui. non, mais enfin, je pose la question pour savoir. Tu avais une question peut-être? Non, je trouve ça très intéressant. J'ai noté d'ailleurs acteur culturel. Quelles sont les conditions justement pour pouvoir avoir accès à ce type d'aide? Donc c'est de pouvoir nous prouver déjà que vous vous êtes déplacé, puisque c'est un remboursement dans le cadre justement d'une manifestation liée à votre métier, et nous prouver par tout moyen à votre disposition que vous êtes un acteur culturel. Ah, d'accord. Madame Guédon, on a quand même des chiffres sur la mobilité dans les deux sens? Alors, en fonction des dispositifs, j'avoue qu'avec l'augmentation du bon l'année dernière, on a 2023, 15 000 bons ont été accordés. En fait, aller seulement? C'est aller-retour. Oui, mais sur les 15 000 accordés, combien sont? Là, c'est un aller-retour. Les gens ne peuvent pas prendre un aller simple. Oui. Donc, il faut justifier. Quand vous allez ensuite dans une agence de voyage prendre votre billet d'avion, ça ne peut être qu'un aller-retour. D'accord. Donc, 30 000 demandes, 15 000 bons accordés. Oui. Beaucoup de demandes n'ont pas été accordées puisque les personnes dépassaient le seuil fiscal de 11 991 €. C'est vrai que ce n'est pas énorme. Donc, avec les 18 000, je pense que ça va exploser à nouveau. Oui. Et concernant tout ce qui est passeport mobilité études, les jeunes étudiants que nous avons accompagnés l'année dernière sont à peu près, il faut compter à peu près 3 000 étudiants qui sont partis. Le taux pour les étudiants, 340 € aussi? Pour les étudiants? Non, les étudiants, c'est la prise en charge à 100% du billet d'avion. L'année dernière, jusqu'à l'année dernière, nous prenions en charge à 100% les boursiers et à 50% les non-boursiers. Là, les textes sont sortis, boursiers ou non-boursiers, peu importe, 100% du billet d'avion. Ah oui, c'est une bonne et ça, chaque année. Nouvelle, ça, hein? Ah oui, j'ai pas eu ça de mon temps, mais... non plus. Moi non plus. Si je décide maintenant de faire des études, moi j'ai plus 17 ans, mais est-ce que... Alors, jusqu'à 26 ans, ça va être 26 ans, pas 62 ans. Ouais, c'est ça. Non, par contre, en matière de formation professionnelle, il n'y a pas d'âge. Donc, pour de la formation continue, tout projet peut être étudié. Alors, Madame Guédon, il faut éclaircir quelque chose quand même qui a circulé un moment, en disant que la DOM accompagnait des Français de France pour venir s'installer ici en payant leur voyage, leur installation, etc., etc. Vrai ou faux? Un faux ou un tox? Faux, puisque ça n'a pas été voté. Oui. Et donc, ça mais c'était dans l'air quand même. C'était dans l'air, c'était en étude. Oui. Mais justement, les choses sont un peu rentrées dans l'ordre où aujourd'hui, comme je vous dis, ça s'appellera passeport retour et ça sera pour les personnes qui ont à un moment ou à un autre bénéficié de la DOM. Donc, qui dit bénéficier de la DOM, c'est au départ d'un DOM, puisque nos dispositifs... Donc, il faut être... Voilà, il faut pouvoir prouver qu'on est résident d'un territoire d'outre-mer. Oui. Je vous pose la question quand même. Vous êtes en contact avec l'association à Lévigny? Bien entendu, nous travaillons main dans la main. Ah, main dans la main? Oui, puisqu'ils font partie du jury du dispositif cadre d'avenir. Oui. Donc, les travaux ont commencé. Ils ont été... Alors, les associations qui travaillent dans... Il y en a une aussi en Martinique. Voilà. Il y a eu une réunion avec notre directeur général à Paris le mois dernier, où ils ont commencé à poser les bases de cette coopération, travailler sur ce passeport retour pour justement permettre ensuite à nos compatriotes qui sont encore en hexagone et qui souhaitent rentrer de pouvoir le faire. Parce que c'est compliqué. Parce que quand on est là depuis 10 ans,
on a ses meubles, on a sa femme, oui. Ses enfants, tout ça. C'est tout à fait ça, puisque quand on parle de retour, on pense l'ADOM, un billet d'avion. Mais retour au pays, ça va plus loin que ça. Oui. Ça veut dire tout laisser derrière soi, devoir se loger, devoir, si vous avez des enfants, leur trouver des écoles, devoir retrouver un emploi. Donc le passeport retour, ça inclut beaucoup de choses. Oui. Et pour cela, l'ADOM ne pourra pas travailler seul, puisque nous ne sommes pas spécialistes de l'insertion dans l'emploi, nous ne sommes pas spécialistes du logement. Donc nous allons devoir nous associer à des partenaires qui, eux, nous aideront et aideront ces personnes à pouvoir réussir leur retour au pays. Quel est l'interlocuteur de l'ADOM au niveau du gouvernement français? Alors nous sommes de toutes les façons, nous travaillons avec le ministère des Outre-mer. Mais il y en a toujours, enfin oui, il y a une dame. Mais elle vient d'être nommée. Vous l'avez déjà contactée parce qu'elle est allée à Mayotte, mais elle n'est pas venue ici? Elle n'est pas encore venue ici, mais je pense qu'elle a déjà rencontré notre directeur général, M. Ahamada, puisque l'ADOM est situé boulevard des Invalides, donc à côté du ministère, dans les jardins du ministère d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a déjà eu des réunions avec notre directeur général. Et vous irez aussi là-bas? Ah ben je l'espère. Voilà. On y est régulièrement. Les directeurs sont en séminaire 3 fois dans l'année. Alors, la DOM, c'est plus la Bumidom, hein? Non. Non. Il y a seulement le DOM qui est resté. Ça ne l'a jamais été, c'est juste le DOM. Bon, alors, écoutez, on a fait un petit tour assez large et on reviendrait un de ces jours pour parler de choses beaucoup plus précises. Absolument. En tout cas, on vous remercie d'être venu. Doris, on rappelle le rendez-vous jeudi. Ce jeudi, le 22, à 18h30, à la Wawa Kogosier, entrée libre et gratuite. Une grande soirée, chanteurs, acteurs, Annelle Guimby et Patrice Thiollet, les acteurs, pour faire une mise en scène du livre de romance érotique, Zeste d'audace. Le prochain roman dans combien de temps? Peut-être juillet, peut-être, je sais pas, on verra. 3 piments, hein. Je ne passe pas à la télé pour les 3 piments. Ah non. Voilà. Elle est chaude, hein. Je ne passe pas à la télé pour les 3 piments. Doris, on va dire. Bien. En tout cas, merci d'être venu et à très bientôt. On va vous recevoir avec plaisir. Merci et beaucoup. Madame Guel aussi. C'est l'épisode 1. Oui, merci beaucoup. On revient à l'actu avec Iman News. Oui, au retour à l'actualité, on va revenir sur l'hommage fait à Jacques Binot, donc 15 ans après sa mort. Cet homme avait été tué par plusieurs balles en 2009 dans les rues de Pointe-à-Pitre, un meurtre non résolu qui a laissé son nom à un accord qui revalorisait les bas salaires. On va voir un hommage rendu avec Olivier Moradel. Nous toujours marqués, donc assassinat à Jacques Binot. Nous avons bien dit assassinat, et il n'y a pas nous qui a dit, c'est Sarkozy, président de la République, qui a écrit ça. Dans la nuit du 16 au 17 février, il écrit qu'un syndicaliste a été assassiné. Donc pour nous, c'est important de marquer le coup, tout comme nous avons fait pour le mai 67, tout comme nous avons fait pour le 14 février 52, nous avons voyé aussi force en Martinique pour le 14 février 74, où là, il y a tué les travailleurs bananes qui étaient réclamés le SMIC au même niveau qui tout travaillait, donc du secteur privé. Et le pouvoir colonial toujours fait ça. Là, il y a une revendication des travailleurs, dans un premier temps réprimer, tuer et ensuite accéder aux revendications. Là, nous avons marqué le coup pour dénoncer une enquête bâclée qui est faite au niveau de la police. Tout le monde sait ça, et ça, c'est même un petit monde qui était sorti dans l'école de police, pas terminé une enquête comme ça. C'est vrai que ça n'a pas été simple pour moi de faire le deuil de la mort de mon père. Ça fait maintenant 15 ans qu'il est parti et 15 ans où on ne connaît toujours pas celui qui l'a tué, ni ce qui s'est passé au moment des faits. J'avoue que j'étais jeune, pour moi c'était encore un peu flou comme situation. Cette situation prend une ampleur assez médiatique et je ne mesurais pas forcément l'ampleur au moment des faits. 15 ans après l'assassinat de Jacques, il est quand même incompréhensible que la justice, dans un état de droit, qu'il n'y ait pas de nom de celui qui a fait le crime, celui qui a assassiné Jacques. Et pour nous, c'est l'incompréhension toujours, parce que la douleur qui est vive à chaque commémoration, mais perdure tous les jours. Tous les jours, on se pose la question, comment ça se fait que dans un pays comme le nôtre, d'accord, dans un département français, on ne peut pas dire qui a assassiné Jacques. Et donc pour nous, c'est très important d'être ici, à la fois parce que c'est pour rendre hommage à Jacques, mais c'est pour aussi être dans la douleur avec sa compagne et avec son fils Cédric. Année après année, personne n'oublie. C'est vrai que ça aurait été un événement marquant
de l'histoire de la Guadeloupe parce que les 44 jours de grève se sont terminés par cela. Maintenant, année après année, ma famille est présente, mes proches sont présents, et ainsi que les syndicalistes et quelques acteurs clés du militantisme guadeloupéen. C'est vraiment très, très beau comme témoignage à mon égard. Ni l'argent pour la guerre, bien fait ni l'argent pour travailler. C'est comme ça que nous avons raisonné. Ni l'argent pour les capitalistes, bien fait ni l'argent pour nous. Et c'est comme ça que nous pour nous travailler. C'est comme ça que nous avons raisonné. Donc tout ça qui a pris ces jours-là, et nous réussissons vers les autres organisations qui sont présentes, issues donc de mouvement-là, et ils ont exprimé, mais c'est important pour nous de marquer le coup et surtout pour dire que nous ne pas la guerre. Et vers les camarades aussi à Bino qui a des impôts, c'est important aussi que nous marquer, ça nous fait là. 15 ans après l'affaire Bino n'est toujours pas réglée, il est 13h26 déjà. On va prendre la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure avec nos 3 derniers invités. À tout de suite. Merci encore mesdames d'être avec nous et à très bientôt. Bye bye. Voilà, il est 13h31, nos derniers invités sont là. Juliette Esmeralda, bonjour. Bonjour. Docteur en sociologie, auteur et conférencière dans le cadre du mois de l'Afrique, elle va nous en dire 2 mots. Keton Kamoun est aussi avec nous, bonjour. Modèle élégance Guadeloupe pour le modèle élégance France qui a lieu le 30 mars, c'est bien ça? Et il est accompagné de Junior Sander, bonjour. Massothérapeute, artiste, chanteur, secrétaire de l'association Caraïbes Event. Alors, messieurs, je commence par la dame, mais avant, on revient, on fait un petit rappel sur l'actualité, rapidement. Oui, retour sur l'actualité. On a parlé de l'enterrement de Rudy Benjamin qui a eu lieu ce dimanche, accompagné de Conte de Lambie et Son du Tambour. Un grand hommage lui a été rendu. On a parlé aussi de l'hommage de Jacques Bino, donc sur Petit Canal, 15 ans après sa mort. On fera peut-être les sujets. On fera, oui. On interroge Mme Smiralda parce qu'elle est pressée comme d'habitude. Bonjour, Juliette. Je ne suis pas pressée. Ma conférence était à 19h ce soir. Ah, d'accord. Donc j'ai le temps. Enfin, alors, ça, si on me retient jusqu'à 19h ici. Oui, bien sûr. Voilà. Elle veut être kidnappée. Elle a dit ça. Bon, alors, Juliette, merci d'être avec nous. Docteur en sociologie, je disais, autrice et conférencière. Alors, la conférence ce sera sur, chercheur aussi, dans la 15e édition du mois de l'Afrique. Alors, pourquoi on t'a invité au mois de l'Afrique? Bien, on m'a invité pour me poser un casse-tête qui est à quoi sert le panafricanisme quand on est guadeloupéen. Oui. Hein, pourquoi? Martiniquais. Non, la question c'était pour les Guadeloupéens. Oui, mais la question va se poser. Donc, je n'ai trouvé ni Martinique ni Guadeloupe dans tous les documents que j'ai consultés, donc j'ai beaucoup souffert. Mais je suis contente parce qu'en fait, voilà, ça c'est cette demande-là me révèle des parties de nous, de notre histoire, qui sont encore inexplorées. Et on demandera aux chercheurs et à toutes les bonnes volontés de se mettre au travail parce que franchement, il y a des choses à défricher. Si on travaille cet aspect-là, cette dimension, on va remonter à l'esclavage et on va comprendre comment on a exterminé l'identité africaine. Alors, tu sais que tu arrives ici 2 jours après le passage de Kémy Séba, qui était venu faire un grand show aussi sur le panafricanisme. Mais moi, je ne fais pas de show. Hein. Non, j'ai pas dit ça. Non, non. Il a rassemblé plein de gens dans une conférence qui a eu lieu vendredi dernier à Sainte-Anne. Et il expliquait que le panafricanisme est né d'abord dans la Caraïbe. Ben tout le monde le sait, oui. Tous les récits historiques qui sont faits de... C'est intéressant de dire oui dans la Caraïbe, mais c'est essentiellement la Caraïbe anglophone qui est mentionnée. Marcus Garvey, c'est un Caribéen, il me semble, non? Comment? Marcus Garvey? Oui, c'est jamaïcain. Oui. Non, mais ils sont anglophones d'origine, enfin, par leur cheminement historique, ils sont anglophones ou... Voilà. Africains parlant anglais, enfin bref. C'est ce que la réalité historique nous révèle, les écrits. Mais qu'est-ce que nous, les petites colonies, disons, francophones ou parlant français de la Caraïbe, qu'est-ce que nous avons apporté au panafricanisme, très concrètement. Et quand on parle de Caraïbes, on a tendance effectivement à nous avaler dans un grand ensemble qui ne dit pas très concrètement, de manière monographique, voilà ce qu'ils ont fait. Et je viens de trouver un livre de Oruno Lara, qui est un Guadeloupéen de chez vous, Biontin. Historien. Il est mort il y a 2-3 ans, je crois.
il n'y a pas très longtemps, qui est décédé, et qui a écrit La naissance du panafricanisme. Malheureusement, je l'ai découvert très tard, mais il ne dit pas très directement que les Antillais se réclament d'être panafricanistes, mais il parle des différentes personnalités qui ont contribué à des congrès, et dans lesquels on a retrouvé des Martiniquais, des Guadeloupéens. Donc c'est quelque chose de très dilué qui demande qu'on rassemble un peu ces contributions pour en faire une histoire du panafricanisme des ressortissants des colonies parlant français. Alors, il y a une autrice guadeloupéenne, Madame Winika Ouna, qui est une chanteuse, qui a écrit un ouvrage sur l'un des ancêtres du panafricanisme en Guadeloupe, qui était autrement le père de Monde de Rivel. Oui. Et elle a sorti un ouvrage il y a peut-être 1 an à peu près. Et je te conseille de lire cet ouvrage parce que lui, il raconte comment il a commencé tout petit ici, puis il a fait des voyages, des allers-retours entre l'Afrique et la Guadeloupe et au-delà même. Je crois qu'il est allé en Jamaïque aussi. Et il a été pas un fondateur, mais enfin, l'un des porte-parole de l'époque. C'était au début, vraiment au très début du XXe siècle, du panafricanisme. Mais alors, il est parti en tant que personne qui allait contribuer au panafricanisme, où il a rencontré des gens. C'est ça, c'est une rencontre, c'est des rencontres. Voilà, parce qu'en France, on a beaucoup d'éléments de personnes qui ont contribué, qui ont rencontré des Africains américains, des Africains, et qui ont créé, comme Paulette Nardal, même Fanon, des gens. Aussi, et peu. on a des... Mais c'est la réalité historique qui s'est enracinée chez nous, elle est de quelle nature? Et comment? Parce qu'on a beaucoup parlé... Moi, je vais plutôt parler de diaspora. C'est à partir de cette notion-là qu'on essaye de comprendre comment, petit à petit, les Africains déportés, mis en esclavage ou réduits en esclavage dans ce territoire, vont réussir à se maintenir ou maintenir l'idée qu'ils viennent d'un ailleurs qui est important, qui est puissant en eux et qui va continuer à vivre en eux. Et c'est ce que la France a vraiment s'est appliquée à faire, c'est-à-dire... À gommer. Gommer, mais vraiment de la façon la plus violente qui soit. Toute mémoire africaine, toute racine, tout savoir-faire, et convaincre les gens qu'ils sont devenus des Noirs dans les Amériques, ils ne sont plus des Africains. Et c'est très important qu'on réfléchisse sur ces deux manières de désigner ce peuple. C'est ça. Donc on est noir. On est noir quand on décide. On est noir quand on décide que vous n'êtes plus africain. Alors justement. Parce que le terme, le concept même panafricaniste commence à émerger en Guadeloupe, il faut le dire. J'imagine aussi en Martinique, en Nouveau-Martinique. Mais alors, comment, Juliette, tu définis le panafricanisme aujourd'hui? Mais il y a énormément de définitions. C'est pour ça que c'est très compliqué de vouloir englober aussi ce qu'on appelle les Antilles dites françaises ou francophones, dans ce grand courant-là, parce que c'est un courant qui est à la fois philosophique, historique, politique et même culturel. Et qu'est-ce qu'on y met dedans? Nous, de Martinique, Guadeloupe, par exemple, peut-être Guyane de manière plus lointaine, qu'est-ce qu'on met dans ça quand on dit qu'on se raccorde? Parce qu'en fait, il y a une volonté de raccorder le peuple noir où qu'il se trouve. Et qu'est-ce qu'on y met, nous, en tant qu'apport? On sait, par exemple, que les premiers qui viennent de Trinidad, etc., ils y ont mis tel grain de sel. Nous, on a mis quoi? Puisque tout le travail a consisté à nous empêcher de regarder cette origine-là comme quelque chose de positif et comme de nécessaire. On était devenu autre chose. Et la créolité qui a tellement de place dans nos sociétés désormais, c'est ce courant d'idées qui a carrément supprimé toute référence à l'Afrique, qui a décrété qu'on était devenu autre chose. Raphaël Confiant va être content là, ce que tu viens de dire. Mais j'aurais encore beaucoup de choses à lui dire, parce que ce sont des gens qui ont décidé. Moi, je pense que l'ignorance dans laquelle on était, parce qu'anthropologiquement, tu le sais, on a très peu d'approches anthropologiques de nous, de nos origines, de nos histoires et des savoirs. Ce qu'on voit maintenant, c'est ce qui a survécu. Mais en réalité, derrière ces survivances, quand on fait un petit peu de recherche, on retrouve, comme dans l'ouvrage que j'ai écrit qui s'appelle La culture de l'entraide, j'ai montré tout ce qu'on fait et qui est vraiment fondamentalement africain. Et on n'a pas cherché à imiter ni à reproduire ces
ce sont des pratiques qui sont dans nos vies, qui guident nos pas, qui orientent nos choix, nos goûts, etc. Donc, le manque de savoir anthropologique a créé ce courant qui est d'abord inspiré par un monsieur qui s'appelle Gilles Roy, qui est un métis de Guyana et de Britannique, et qui a décidé que les gens qui étaient sortis d'Afrique, qui avaient traversé, c'est le Black Atlantic, qui avaient traversé l'Atlantique, étaient devenus autre chose. On n'a jamais posé le problème en ces termes-là pour les autres peuples. Donc c'est fondamental qu'on se demande, qu'on s'interroge sur pourquoi il y a eu ce besoin de dire que l'Africain n'était plus africain, de l'effacer. Et vous voyez, donc, dans les définitions, si moi je retiens plutôt la définition politique, c'est ce qui m'intéresse. Pourquoi cet acharnement? Et vous allez voir qu'on va dans des guerres de civilisation qui sont insoupçonnées et avec une armée d'idéologues qui étaient des scientifiques, autoproclamés peut-être. Et voilà, donc on est dans quelque chose qui va nous mettre voilà, les pieds dans le plat pour dire mais dans quoi on est exactement et c'est quoi cette manière de globaliser le panafricanisme? C'est nous, petites Antilles, entre guillemets, qu'est-ce que nous avons apporté à ce courant, puisque l'africanité dans nos régions est tellement vivace qu'elle surprend les gens qui ont cru qu'elle n'existait plus. Mais oui, justement, parce que quand on regarde un peu l'histoire même de la Guadeloupe, j'imagine que ça doit être un petit peu pareil pour la Martinique, il y avait une espèce de, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, le honte de dire qu'on était africain, d'origine africaine, parce qu'il y a eu un travail idéologique. C'est pas fini. C'est pas fini? Non, non. Pas fini. Ah bon? Il y en a encore. Bon, il y a encore des Antillais, enfin des Caribéens qui ont honte de se dire d'origine africaine. De porter les traits de leur africanité aussi, de l'assumer. Bon, alors, donc je disais qu'il y a eu tout ce travail-là. Alors, l'autre aspect, et je te pose la question, c'est que tu sais qu'il y a une volonté aujourd'hui de remettre en question le terme créole. Et en disant que l'origine de nos langues en Martinique, en Guadeloupe et autre part, n'est pas le créole, mais des langues africaines. Non, alors retenir au Chicam, parce qu'on parle de ça. Ah bon, on connaît alors. Mais bien sûr, je suis au courant. Bon, non, mais il y a un courant. Ce qui est intéressant dans les questions que tu poses, et c'est ce qui m'intéresse moi en tant que chercheur, parce que nous, ce courant de recherche-là, il est, on va dire, assez autonome, parce que l'establishment, les universités créolitistes, etc., l'État français dans ces universités n'en veulent pas, mais c'est une réalité que nous côtoyons sur le terrain. Et petit à petit, chercheur après chercheur, on a réussi à créer des cercles de réflexion et des thématiques. En linguistique, tu as Rouchikam avec Diolo. La pensée symbolique est à l'ordre du jour. Et puis, en sociologie, je fais ce travail depuis la question de peau noire, cheveux crépus, montrer l'africanité, la culture de l'entraide, l'origine même, le fondement même de cette civilisation. Donc on a petit à petit des étudiants, des gens qui travaillent, qui sont coincés un peu dans les orientations qu'ils veulent prendre, mais qui se battent pour affirmer cette africanité. Et plus on aura ce mouvement-là, le courant panafricaniste, sera important dans les autres pays, que nos étudiants pourront aller étudier, faire leur thèse dans ces pays-là, plus on aura un socle, un support en termes de recherche, de littérature, etc., même de romans, puisque de plus en plus c'est... Donc il ne faut pas désespérer, mais il faut considérer qu'on est encore un peu dans la marge, parce que sur le plan institutionnel, l'africanité, le panafricanisme, on l'a dit avec, vous l'avez entendu avec Sarkozy, vous l'avez entendu avec Macron, Hollande, pas question de panafricanisme. Tout à fait. Donc quand on se met dans ça, il faut qu'on sache qu'on se prépare à avoir des difficultés à afficher une orientation. Je te dis un dernier mot avant de rappeler l'heure de ta conférence. Il y a eu une volonté de Mme Tirolien de créer une école panafricaniste. Oui. Et jusqu'à maintenant, la préfecture a tout bloqué. Enfin. Oui, ce qui est le plus affolant sont les raisons pour lesquelles la préfecture a bloqué. Oui. C'était une atteinte à la sûreté de l'État. Oui. On est dans de la démesure et une incapacité. On est arrivé au XVIIIe siècle, là, carrément. Non, mais même de comprendre, en fait, quand on a fait tellement de... j'allais dire de misère aux gens,
qu'on les a empêchés, opprimés de cette façon-là, on n'est pas tranquille. Donc, la moindre petite résurgence d'une demande identitaire prend comme ça des aspects de danger pour la République. Là, il s'agit de dire que, voilà, il y aurait, c'est un risque pour... Ce soir, 19h, c'est ça? Oui, ce soir, donc, je vais parler de qu'est-ce que signifie... Ça va durer combien de temps, ta conférence? Je ne sais pas, on m'a dit que ça peut être ouvert. Enfin, oui. 1h30 peut-être. Pas non l'eau, donc conférence au moins 10 heures de temps. Il faut avoir de la matière, c'est pas aller en l'eau. Oui. C'est pas seulement tu as de la matière, C'est pas seulement parler en l'eau, c'est avoir de la matière qui intéresse les gens. Donc je verrai. C'est à 19h ce soir, à la salle Nasuta. Rimi Nsuta, qui a été un panafricaniste, on ne sait pas assez. Je me tourne vers les deux personnes qui étonnent. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce modèle Guadeloupe, élégance Guadeloupe? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un concours de beauté réservé aux hommes. Donc, pour incarner l'élégance, tout simplement. Oui. Donc, c'est un concours qui aura lieu donc, du coup, le 30 mars prochain. Oui. Et donc, on aura une semaine de préparation, comme les Miss. C'est un concours qui se passe comme les Miss. Comme les Miss. Comme les Miss. C'est les Miss. Il y a des tableaux. Mais il y a eu Mister France avant hier. Il y a Mister Guadeloupe, oui. Enfin, Mister France, oui, en effet. Oui, oui. C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Là, c'est uniquement l'élégance. L'élégance, voilà. Alors, c'est habillé par qui? C'est habillé là par Célio. Pardon? Par Célio. Ah, d'accord. Et donc, combien de passages il y a sur scène? On n'a pas encore défini ça. Il y aura plusieurs tableaux. Ça se fera lors de la semaine de préparation qui aura lieu une semaine avant l'élection. Oui. Et donc là, on saura ce qu'on va faire exactement. On va se préparer forcément à parler devant le public. On va se présenter devant le jury. Donc voilà, c'est de la présentation. On va parler. Vous êtes combien de concurrents en Guadeloupe? Concurrents en Guadeloupe, Oui. Ah non, ça y est, vous êtes... Là, c'est clôturé. Là, la candidature est clôturée. Ça sera pour la session prochaine. Oui. Et donc, du coup, on est 22 candidats au total à représenter, à se présenter au concours de Modèle Élégance France. Oui. Voilà, diverses régions. Non, je pose la question de la présentation parce que quand il y a des concours de Miss, on fait les fameux défilés en maillot de bain. C'est ça. Alors, on le fera pour les hommes. On va faire exactement la même chose. La tenue en boxeur, la tenue de soirée, une tenue un peu plus classique. Et voilà. Ça se passe dans quelle ville ça se fait? Alors ça sera donc Herville-Saint-Clair, en Normandie. En Normandie? C'est ça. Bon, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et je me tourne vers Junior Sander. Première question, qu'est-ce que c'est l'association Caraïbes Event? Écoute, il a carrément tout dit. Ah bon? Alors, on est une association, alors, principalement, comme il a dit, aux hommes, mais on veut se concentrer sur la Guadeloupe. On veut faire sortir nos hommes de Guadeloupe pour représenter... C'est-à-dire comme il y a déjà des femmes qui y vont, donc il fallait qu'il y ait les hommes. Exactement. Alors, c'est ça, on est une association... Qui veut promouvoir notre beauté en Guadeloupe. Et puis aussi, on a une partie humanitaire aussi. Oui. On aide les gens, on va dans des événements où on peut apporter notre aide. On a des événements sportifs aussi. Alors, on est à but non lucratif, en fin de compte. Et c'est Caraïbes Event qui a donc exactement présenté, c'est bien ça, Kevin Keaton, oui. Exactement, c'est ça. C'est une sélection qui a été faite ou bien c'est un choix délibéré? Non, c'est une sélection. Oui. C'est une sélection. Il y a combien de concurrents au départ? Bon, pour bien dire, moi je suis nouveau dans l'association, je suis le nouveau secrétaire de l'association. Oui. Alors, il y a beaucoup de détails que j'ai pas encore, mais Keaton est là, peut-être il est capable de nous dire combien... ça s'est passé? Pour ma part, la candidature s'est faite en visio. Enfin, la candidature pour le concours s'est faite en visio, donc je ne sais pas combien de candidats il y avait. C'est à cause de coronavirus, j'imagine? Non, c'est par rapport aux moyens déployés, parce que moi, c'est le comité qui m'a contacté justement pour me présenter au concours. Donc c'est comme ça que je suis rentré en contact avec eux. Et après, par la suite, j'ai fait le casting par visio. Oui. Donc le casting s'est fait par visio. C'était par visio pour moi. Après, pour d'autres, par exemple pour mon confrère à La Réunion, c'était vraiment un vrai casting, comme on peut voir pour les émissions de... J'aime pas tout entendre, c'est un vrai casting. Quand je dis un vrai, physique, physiquement de c'est ça. Physique. Moi, c'était à travers l'ordinateur, donc c'était un peu moins réel, on va dire. Et du coup, pour d'autres, il y a vraiment un casting qui est mis en place. Et pour nous, ça va se mettre en place pour les prochaines sélections à venir. Alors moi, ça m'intéresse en tant que... Quels sont les critères de l'élégance masculine aujourd'hui? Pour moi, ça
ça passe par l'apparence, notamment l'éloquence, le savoir-être, le savoir-faire, le savoir tout court. Oui. Après, forcément, il y a des connaissances à avoir puisqu'on passe les tests, comme je dis, comme les Miss. On a des tests de dictée, parce qu'on a des dictées par exemple. Oui, oui. Est-ce qu'il faut connaître l'histoire de son pays? Oui, il faut y connaître l'histoire de son pays. Il faut connaître... La dame là, elle vient de parler de panafricanisme, parce qu'il faut bien se renseigner là-dessus, on ne sait jamais si la question ne va pas tomber. Je ne pense pas qu'on aura ce genre de questions. Je pense pas qu'on aura ce genre de questions. C'est beaucoup plus global. Mais oui, il faut quand même s'intéresser à beaucoup de choses pour pouvoir participer. Et du point de vue de l'habit, alors pour l'élégance masculine aujourd'hui, c'est quoi? Pour moi, l'élégance masculine, c'est bien se présenter tous les jours, c'est-à-dire en société. Là, vous avez vu, je me suis bien habillé, mais après, tous les jours, en dehors de... C'est 2 pièces ou 3 pièces? C'est un 2 pièces. 2 pièces, il n'y a pas de 3 pièces? J'ai laissé le gilet à la maison. Oui. Est-ce que dans ce concours-là, il y a uniquement des gens des Guadeloupe, Martinique, Guyane? Alors, c'est par région. C'est par région, donc il y a Martinique, Guadeloupe, Bretagne, Languedoc-Roussillon, enfin, toutes les régions se présentent. Et après, on se présente le jour de l'élection avec tous les candidats. Alors, Keton, est-ce que vous avez déjà vu les Congolais qui s'habillent d'une façon particulière? Les avologues, oui. Ah, vous connaissez? Oui. Moi, j'étais à Paris. Ils sont très bons, là. Ils sont très, très classe. Franchement, c'est un art que moi-même je ne maîtrise pas encore, mais que j'aimerais beaucoup maîtriser parce que franchement, ils savent bien s'habiller. Et c'est que de la marque en plus, je ne sais pas comment ils font, mais... Ils y arrivent. Ouais, ils y arrivent. Ils sont les femmes, et vraiment les femmes comme les hommes. Et il faut regarder aussi du côté des Afro-Américains. Mais les Guadeloupéens s'habillent très bien aussi. Ah non, mais je n'ai pas dit le contraire. Ah non, je sais, ça c'est clair. Je suis sûr que Juliette confirme. On est élégants dans nos régions. Dans nos régions, oui. Oui, nous bon. Hein. J'ai fait un travail là-dessus, c'est très bien. Tu as fait un travail là-dessus aussi? Ah oui, là, ça oui, c'est vrai. Quand on a dépouillé nos hommes de tout pouvoir, il ne leur reste que le pouvoir de s'habiller. S'habiller, se présenter. D'accord, il est 13h52, le dernier sujet rapidement. Alors oui, on va parler de promenade urbaine aux abîmes. Donc c'est une promenade qui est dans le cadre de le architectural et paysagère de la ville. Donc c'est une façon de mieux découvrir la ville, le cœur de la ville des Abîmes justement. Et cette promenade a eu lieu ce samedi 17 février. On va voir un reportage de Vianney Valverde. Ce matin, on est à la MJC de la ville des Abîmes. L'objectif, c'est donc d'organiser et surtout d'animer la promenade urbaine qui va avoir lieu donc dans le bourg, dans le cadre de la charte architecturale et paysagère de la ville. Le but, c'est vraiment justement de se promener. Donc, on déambule dans la ville. Évidemment, on a un parcours qu'on a préparé et l'objectif, c'est de découvrir ou redécouvrir avec les habitants le bourg des Abîmes. Donc, le but aujourd'hui, c'est vraiment d'axer sur la renaturation. Comment on peut faire en sorte que le centre-ville soit beaucoup plus nature, qu'il y ait plus, par exemple, de végétation et aussi d'écouter les habitants sur ce qu'ils ont à dire sur le centre-bourg, ce qu'il est aujourd'hui et comment ils souhaiteraient qu'il soit demain. Abîmes, ville verte et durable, c'est pas juste un slogan, c'est vraiment la directive du conseil municipal et du programme d'Éric Jalton, c'est de garder ces espaces verts, mais de les aménager de façon à ce que ce ne sont pas des espaces qui portent des nuisances, c'est-à-dire des nuisibles tels que des rats, etc., mais des espaces aménagés pour que les personnes puissent cohabiter entre eux, jardin partagé, espace de détente, etc. Mais surtout pour qu'on puisse garder cette espèce de bonne période de vie commune. Surtout essayer de faire les gens sortir de chez eux et s'installer. Pour accompagner cette promenade urbaine, on a préparé une carte. Donc sur la carte, il y a le parcours qu'on va faire à pied avec les habitants. Et ce qu'on va leur demander, c'est justement de donner leur avis avec des pastilles. Donc on a préparé des pastilles rouges, des pastilles vertes, des pastilles en cœur. Et donc le cœur, c'est pour qu'ils collent sur la carte le lieu qu'ils préfèrent, donc dans le centre-ville. Quel est leur lieu cœur, leur lieu phare. Par exemple, la pastille rouge, c'est peut-être pour donner leur avis sur un lieu qu'ils trouvent dangereux, un lieu qu'ils trouvent qu'il faudrait améliorer. Et ça va vraiment faciliter la vie, notamment donc, des habitants. Donc ça va faciliter le fait de donner leur avis sur le centre-ville. Il nous reste 15 secondes. Je pose une dernière question, Juliette. Je remarque que de plus en plus, les femmes guadeloupéennes et martiniquaises aussi, au contraire des africaines, ont le cheveu naturel. Comment tu expliques ça? Alors qu'en Afrique, le cheveu, on a encore à la perruque, etc. Il y a beaucoup d'usages. Mais l'Afrique représente dans les sociétés modernes l'altérité extrême. Et dans nos sociétés, on est considéré comme plutôt métis, comme etc. Donc, on a plus facilement accès à ces valeurs de retour à soi au naturel que sur le continent. Mais j'ai écrit un livre qui s'appelle Modernité occidentale, tombeau
de l'esthétique négro-africaine. C'est une enquête que j'ai faite à l'université Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire pour demander aux femmes, pour qu'elles nous disent, elles, de leur voix, de leur propre voix, pourquoi elles portent des postiches alors qu'elles sont la civilisation qui a inventé les choses les plus extraordinaires qui soient en matière de coiffure. Eh bien, c'est la société, l'occidentalisation, la domination culturelle, esthétique qui explique ça. Donc on résiste mieux alors ici? Nous, on a dans beaucoup de domaines, même au niveau du panafricanisme, par rapport aux îles anglophones, regardez les pratiques qu'on a et qui nous viennent directement d'Afrique. Il y en a énormément. On n'a pas à rougir d'être ce que nous sommes. Non, mais on travaille beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le croit. Merci. Rendez-vous donc ce soir 19h à Rimini-Souta. On parlera de panafricanisme. Rendez-vous dans le 30 mars. Bon entraînement, bonne chance en tout cas pour vous. Et on revient rapidement pour rappeler que nous avons reçu depuis le début de ce ZCL Catherine Romuald, la directrice générale adjointe de l'insertion pour le problème de transmission, avec le directeur de développement économique territorial de la Chambre des métiers, parce qu'il y a de plus en plus d'artisans qui sont anciens, qui sont fatigués, il faut dire, qui ont vieilli, et il faut pouvoir transmettre. Et ça, c'est avec les gens du RSA. Il y a une opération qui est faite à peu près pour 200 personnes. Doris Dumabin, qui est autrice de science-fiction et de romans, est venue nous parler de son show, c'est un show qui s'organise à la Wawak après jeudi soir. Il y aura de la musique, il y aura de la lecture de son dernier ouvrage. Elle écrit, elle est une spécialiste des romans érotiques. Audace, c'est son dernier ouvrage qu'elle va présenter donc jeudi 22 à 18h30. Ensuite, nous avons reçu Keton qui est encore avec nous, Junior Sander qui est le secrétaire de l'association, et puis on termine avec Juliette Smeralda, qu'on a plaisir à revoir et qui sera ce soir à la conférence. Et elle aura signature de livre ce week-end. Ça a été fait, c'était samedi. Dimanche 18, Didiko et Bokoto de son livre Le Racisme. Et puis lundi, ce soir, conférence sur panafricanisme. Et quelle signification concrète pour nous, Guadeloupéens? Un rappel des titres avec Imad News très rapidement. Oui, rappel des titres, on a parlé de l'enterrement de Rudy Benjamin, donc, qui a eu lieu ce dimanche. On est revenu sur l'hommage fait à Jacques Binot sur la commune de Petit Canal, et on a parlé de la promenade urbaine qui a eu lieu ce samedi aux Abîmes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Il est pratiquement 13h57 minutes dans les ZCL News. On se retrouve demain, 12h30, pour une nouvelle édition avec d'autres invités. Et on vous souhaite bon appétit, mais vous avez déjà déjeuné, pas nous. Allez, à demain.